La COP26 s'est ouverte à Glasgow en Écosse lundi dernier, 6 ans après l'accord de Paris lors de la COP21. 197 nations sont réunies cette année pour discuter du changement climatique et de la manière dont les pays prévoient de le combattre. Une conférence hors norme, 30 000 personnes, des ONG, des acteurs de l'industrie, des chercheurs, des scientifiques et des membres de la société civile sont présents. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le responsable du WWF Guyane, Laurent Kell, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Laurent Kell. On se souvient de la certaine euphorie qu'il y avait eu il y a 6 ans lors de la signature de l'accord de Paris. 6 ans après, on a quand même l'impression, et peut-être que vous allez me donner tort, on a l'impression que l'euphorie, elle est retombée, et que le passage des promesses, des déclarations de principe, on va dire, aux actes, ce passage, il est compliqué, il est difficile. Effectivement, c'est aussi le constat qu'on dresse au WWF. Il y avait vraiment une vague d'espoir autour et pendant la COP21 qui a été accueillie par Paris avec pour la première fois un objectif qui avait été collectivement chiffré. Cet objectif, c'est quoi ? C'est déjà un constat de dire que enfin tout le monde se met d'accord sur la réalité du changement et globalement d'un réchauffement climatique, ce qui avait été très largement débattu, et on sait pourquoi ça avait été débattu en amont, notamment parce que des lobbies associés aux industries pétrolières avaient essayé de contre-attaquer cette réalité, ce fait. Donc en 2015, enfin, cette réalité réaffirmée notamment par le GIEC, plus d'1 millier de scientifiques réunis au niveau international pour ne parler que de climat, et un certain nombre de propositions avec un objectif clair. Il faut impérativement limiter ce changement, ce réchauffement climatique autour de 1,5 degré et impérativement en dessous de 2 degrés pour rester dans des conditions convenables de vie sur Terre, tout simplement. Euphorie en 2015, scepticisme en 2021 ? Alors, scepticisme, on reste, nous, volontaristes par rapport à cette convention et à cette conférence qui est toujours en cours, même si effectivement, on se rend compte concrètement qu'on avait plus de 190 pays qui avaient signé l'accord de Paris, et que globalement, 5 ans après, on en a moins d'une demi-douzaine qui sont complètement dans les clous de leurs engagements. Donc c'est vraiment une COP qu'on appelle la COP du rattrapage, pour essayer de se remettre dans les clous de cette ambition collective qui est une ambition qui n'a rien de folle. C'est vraiment les scientifiques qui sont la boussole sur cet enjeu et qui ont proposé une marche à suivre qui doit être impérativement adoptée au niveau politique. L'objectif, j'ai envie de dire, la raison d'être de cette COP26, c'est aussi et surtout de dresser le bilan de ce qui a été fait depuis ces 6 dernières années. Alors c'est surtout de s'accorder sur un plan d'action le plus concret et le plus rapide possible, puisque comme vous le disiez, par rapport à il y a 5 ans, c'est plus du retard qui a été pris que de l'avance. Et il y a eu aussi cette question pendant le confinement en 2020, tout le monde s'est dit finalement c'est une respiration pour la planète, et on s'est tous rendu compte que malgré cette respiration réelle pendant quelques mois, la tendance globale elle reste mauvaise. Et il y a un rapport qui a été compilé en septembre par les Nations Unies qui compile tous les engagements au niveau international et qui montre qu'à ce stade, la trajectoire, elle irait vers plus 2,7 degrés d'ici 2100, c'est-à-dire bien au-delà de l'ambition de l'accord de Paris. Donc il y a vraiment une urgence, un besoin à la mobilisation dans le cadre de cette COP, même si jusqu'à présent les avancées sont relativement limitées. Ce n'est plus une conférence pour le climat, il s'agit désormais du festival mondial de greenwashing, c'est ce qu'a déclaré la militante Greta Thunberg. Vous êtes d'accord avec ça, cette conférence, c'est du blabla pour reprendre ces mots ? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que jusqu'à présent, ces conférences n'ont pas suffisamment fait avancer les choses. Donc il y a aussi des grands absents à cette conférence. On va citer la Chine, on va citer le Brésil, notre grand voisin, qui est de plus en plus marginalisé sur la scène internationale, notamment du fait de sa politique, son absence de politique environnementale et sociale vis-à-vis des communautés autochtones. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on en voit très peu de concrétisation, et c'est aussi pour ça que des mouvements de la société civile sont de plus en plus indispensables pour rappeler, au-delà des COP qui ont lieu au mieux une fois par an, à quel point les sociétés civiles au niveau international sont en attente d'avancées concrètes pour le climat. Alors dès qu'on parle de réchauffement climatique, les choses peuvent parfois paraître un petit peu lointaines. On va essayer de se focaliser uniquement sur le cas de la Guyane. Quels sujets, Laurent Kell, qui sont débattus à Glasgow depuis la semaine dernière, concernent véritablement la Guyane ? Est-ce que certaines décisions qui ont été prises, certains engagements qui ont été pris auront des conséquences finalement sur les politiques à mettre en place en Guyane ?
Alors, des conséquences très directes, la Guyane n'est pas discutée en tant que territoire à l'échelle de la Convention, bien évidemment. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Guyane est aussi concernée très directement par la question du changement climatique. On s'en rend compte au niveau du littoral, avec des phénomènes d'érosion plus marqués que ce qui était jusqu'à présent concerné, sur Awala-Yalimapo, sur Kourou, sur Montjoly par exemple. Il y a une ONG qui a sorti il y a quelques semaines une carte qui montre à peu près quelles zones seront ensevelies entre guillemets par l'eau dans les années à venir. Puisque d'ici 2100, ce qui est à craindre si les 1,5 degrés ne sont pas maintenus comme objectif collectif, c'est vraiment une hausse de la montée des eaux de l'ordre de 1 mètre environ, d'après ce que l'on sait, puisque tout ça reste des hypothèses. Et donc ça aurait des conséquences effectivement très importantes sur le littoral, mais pas que. Toute l'île de Cayenne, globalement, serait totalement modifiée. On a des conséquences au niveau forestier. On sait que par exemple aujourd'hui, c'est l'Angélique qui est l'essence la plus exploitée par le secteur de l'exploitation forestière en Guyane, et que cette essence est particulièrement sensible au stress lié à la température, et donc ce serait là aussi une perturbation importante à l'échelle du plateau des Guyanes. La croissance de la forêt diminuerait de l'ordre de 40% en cas de stress de température trop élevé. Donc en termes de conséquences par rapport à cette COP, encore une fois, il n'y a pas de déclinaison très concrète et très précise qui sont liées à la Guyane. Par contre, il y a des engagements qui sont attendus et qui ont été pris à voir s'ils seront respectés, notamment par le Brésil en termes d'arrêt de la déforestation d'ici 2030. Donc ça reste intéressant, encore une fois, reste à voir si ce sera une réalité ou pas. Et plus globalement, effectivement, c'est la question de la trajectoire climat qui reste à pleinement intégrer dans l'ensemble des politiques publiques. La trajectoire climat, c'est quoi exactement ? Alors la trajectoire climat, en gros, c'est quel est le crédit carbone qui est disponible, et comment s'assurer que d'ici 2030, on ait déjà une baisse de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'ensemble des territoires français. Oui. Donc ça inclut notamment des conséquences sur les différents types de production d'électricité. On a vu tous la décision récente du tribunal administratif sur la centrale du Larivot. Concrètement, ce sont des types d'orientations qui vont de plus en plus être réaffirmées par la justice si elles ne sont pas prises en amont par les industriels qui sont porteurs de ce type de projet. Alors vous avez commencé à parler de déforestation. Il y a une centaine de pays, vous l'avez dit, dont le Brésil, qui se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici 2030, sauf qu'un accord précédent en 2014, la déclaration de New York, avait déjà pris la parole, on va dire, sur cette question. La grosse différence cette année, c'est que le Brésil est signataire de cet engagement. Alors, c'est la grosse différence, je dirais qu'à l'échelle de notre Amazonie collective, on va dire. Après, la question, encore une fois, comme je le disais, c'est dans quelle mesure est-ce que tout cela sera suivi d'effet ou pas. Et c'est bien le problème de ces COP jusqu'à présent, ce sont les outils de suivi. À partir d'aujourd'hui, ce sont les ministres qui se rejoignent autour de cette COP. Jusqu'à présent, on va dire que c'était les diplomates et les négociateurs. Et c'est vraiment dans cette phase un peu stratégique de la COP que l'on attend vraiment des outils de suivi collectif. Beaucoup de transparence qui est attendue de la part des différents gouvernements suite à leurs engagements, et notamment, comme vous le dites, sur la déforestation. L'avantage de la déforestation, c'est qu'il existe déjà des outils qui sont disponibles, notamment au niveau de la société civile, via des images satellites, qui ont montré à quel point, sur les 10 dernières années, la déforestation au Brésil a à nouveau explosé après avoir connu une nette baisse au début des années 2000. Donc sur ces outils-là et sur ces aspects-là, au moins la société civile est d'ores et déjà armée pour être force de surveillance, on va dire, des engagements pris par les différents gouvernements. Allez-y, pardon. Non, j'allais dire que ces outils gagneraient à être étendus à l'échelle du plateau des Guyanes. On sait qu'à l'échelle de la Guyane, globalement, la Guyane a été jusqu'à présent une bonne élève en termes de politique environnementale et climatique, avec un couvert forestier très largement préservé. Bien sûr, avec le gros bémol de l'orpaillage illégal qui, lui, n'a pas du tout été résorbé sur les 15 dernières années, malgré l'importance des opérations Harpie. Mais bien sûr, à l'échelle du plateau des Guyanes, c'est aussi cette échelle qui semble et qui reste intéressante à pleinement intégrer. On a d'un côté le bloc brésilien, plus de 60% de l'Amazonie, et de l'autre, nos voisins, on va dire, les autres Guyanes,
avec lesquels on a beaucoup de choses à partager, notamment en termes d'outils de suivi des engagements dans le cadre de la COP. Et ces outils de suivi, ce serait quoi, à part des observations satellites finalement de la forêt? Alors, typiquement, c'est déjà un outil collectif de partage d'imagerie satellite à l'échelle du plateau des Guyanes, qui n'existe pas, si ce n'est nous faisons une étude que l'on met à jour tous les 3 ou 4 ans sur la déforestation, notamment liée à l'exploitation aurifère, et on va rappeler l'importance de cette déforestation suite à la mise à jour de cette étude, avec des impacts notamment significatifs au Guyana, mais ça ce sont des études ponctuelles, ça a besoin d'être vraiment intégré de façon routinière. Les autres outils, c'est par exemple les outils de suivi de la qualité des eaux. On sait que l'Office de l'eau a bien travaillé avec l'AMAPA et avec le Suriname sur ces sujets-là. Reste à en faire vraiment des démarches routinières qui sont vraiment intégrées à l'échelle annuelle dans les politiques publiques, non seulement en Guyane, mais aussi au Guyana et au Suriname, pour avoir un outil collectif de suivi. Et encore une fois, la priorité, ça reste de façon très basique, la lutte contre la déforestation, bien évidemment, et la mise en place de pratiques socio-économiques qui soient les plus vertueuses possibles. On a sorti fin 2018, dans le cadre d'une commande qu'on a passée auprès d'un bureau d'études qui s'appelle Deloitte, une analyse macroéconomique qui montre qu'un certain nombre de filières locales en Guyane peuvent vraiment être bien positionnés pour essayer à la fois de créer de la richesse locale tout en maintenant une trajectoire climatique compatible avec les accords de Paris et avec un moindre impact au niveau biodiversité. On peut citer l'agriculture, on peut citer l'exploitation forestière, on peut citer le tourisme, parmi les 10 secteurs qui avaient été proposés lors de cette étude. Oui, parce que sur toutes ces questions que vous avez commencé à aborder, l'eau, la déforestation, on se rend bien compte que ça n'a pas véritablement de sens de s'intéresser uniquement au cas de la Guyane, et que ce qu'il se passe chez nos voisins au Brésil et au Suriname notamment a évidemment des conséquences sur l'écologie guyanaise, sur l'environnement guyanais plutôt. Alors complètement, ça a des conséquences, et on l'a rappelé il y a encore 3 semaines lors d'un survol aérien sur le littoral ouest guyanais. On serait rendu compte que sur 27 bateaux que l'on a pu survoler, 25 venaient des pays voisins. Donc on voit effectivement à quel point il y a une interdépendance à l'échelle du plateau des Guyanes dans les politiques publiques, notamment autour de la biodiversité, mais aussi en termes de développement socio-économique sur ce cas précis. Donc effectivement, nous, ça reste un des vecteurs importants de notre action dans la région. C'est vraiment cette convergence de points de vue, de mise en place d'outils et de mise en place de politiques. Et ça avance vraiment dans le bon sens, parce qu'on a toujours l'impression, dès qu'on parle de coopération internationale sur ces questions-là, que c'est pas une usine à gaz, mais à 2 doigts quand même. Alors effectivement, c'est un travail de très long terme. On a vu des progrès au début des années 2010 avec le Brésil, concrètement. Ça a été complètement remis en question par le gouvernement actuel. À l'inverse, on a des avancées plus récentes et plus intéressantes avec le Suriname sur l'axe du Maroni, avec un premier accord, une première déclaration qui gagnerait à se transformer en accord sur une gestion durable du fleuve Maroni-Lawa. Et ça fait partie des choses qui maintiennent effectivement une dynamique de coopération, au moins avec ce voisin-là de la Guyane. Alors, autre accord qui a été signé lors de cette COP26 concernant la réduction des émissions de méthane. Les États, environ une centaine, dont ceux de l'Union européenne et les États-Unis, se sont engagés à réduire de 30% leurs émissions de méthane d'ici à 2030. Le méthane en Guyane, on en a notamment parlé avec le barrage de Petit Saut, puisqu'au moment de sa création, il y avait un pic d'émissions de CO2 et de méthane qui avait été observé. Cet accord qui a été signé, la COP26, ça signifie qu'il n'y aura plus de barrages hydroélectriques de ce genre en Guyane dans les années à venir. Il n'y aura pas d'autres projets? Effectivement, alors c'est de toute façon souhaitable qu'il n'y ait pas d'autres grands barrages hydroélectriques de ce type-là en Guyane, puisque la Guyane n'a pas simplement le profil géographique pour accueillir ce genre de grands barrages. Comme vous le rappelez fort justement, Petit Saut, c'est à peu près 360 km² de forêts qui ont été complètement inondées et qui du coup ont dégagé des quantités de méthane absolument astronomiques à la fin du XXe siècle, on va dire, ce qui fait que le bilan carbone d'un tel outil comme ce barrage est très très mitigé, puisqu'il faut attendre de l'ordre de 70 ans de fonctionnement du barrage. Les courbes mettent beaucoup de temps à redescendre. Là, on observe qu'elles redescendent, mais c'est vrai qu'au moment de sa création, il y a un pic qui est exactement. Ça s'explique de façon très factuelle. La mise en eau, ça a été très rapide, et avec une zone anaérobie, c'est-à-dire une zone sans oxygène dans la partie profonde du barrage, ce qui fait que ça a permis la méthanisation par des bactéries de tout ce substrat biologique qui était resté au fond de l'eau. Donc concrètement, effectivement, une vraie catastrophe climatique pendant les premières années
années de mise en eau de ce barrage. Ce qui fait concrètement, c'est un outil de production renouvelable d'électricité, mais à très fort impact climatique, au moins pendant ces premières années de mise en place. Donc un bilan extrêmement mitigé. Donc vous avez raison, effectivement, un deuxième grand barrage de ce type-là est de notre point de vue totalement inenvisageable dans le contexte guyanais. Oui, finalement, le bilan carbone du barrage de Petit-Saut à côté d'une centrale thermique classique, c'est à peu près la même chose ? C'est à peu près la même chose, jusqu'à 70 ans de vie de ce barrage. Donc reste à voir si effectivement il va continuer à produire suffisamment pendant 70 ans pour être entre guillemets compétitif. Bon, après, ce barrage, il existe, il faut faire avec maintenant, mais c'est une leçon effectivement importante à garder en tête pour tout type de production électrique pour les années et les décennies à venir en Guyane, que d'éviter ce genre de fausses bonnes solutions qui a été proposée dans les années 90. Et le méthane, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, a aussi à voir avec les déchets, avec la question du traitement des déchets qui eux aussi libèrent du méthane en fermentant. On le sait, la question des déchets en Guyane, c'est quand même une vraie problématique. Alors effectivement, hein, c'est une autre source importante d'émissions de méthane. Hein. La troisième source, c'est aussi l'élevage. Oui. On va dire qu'à l'échelle de la Guyane, hein, ces deux sources sont quand même relativement limitées. Hein. La vraie source de méthane qui a existé en Guyane et qui existe encore aujourd'hui, c'est effectivement le barrage hydroélectrique de Petit-Saut. Alors on l'a dit, hein, c'est la dernière semaine de la COP26, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, mais est-ce qu'on ne revient pas toujours à la même question, à savoir l'aspect contraignant des annonces qui sont faites ? Il y a plusieurs ONG qui ont alerté sur le fait qu'il n'y avait pas juridiquement d'obligation pour les États d'appliquer ce qu'ils promettent, des objectifs finalement, mais sans obligation de résultat. Alors oui et non, c'est vrai, au niveau international, c'est peu contraignant. Après, l'intérêt de ces COP, c'est aussi que chaque État s'étant engagé au niveau international se doit de traduire dans son droit national ses engagements, et ça crée du coup à l'échelle nationale un certain nombre d'obligations. La preuve en est, encore une fois, cette récente décision sur l'usine du Larivot, l'usine thermique de production électrique, et le tribunal administratif s'est basé effectivement sur les engagements français dans le cadre de l'accord de Paris pour indiquer qu'il n'y avait aucune démonstration de la pertinence d'un tel outil dans le contexte de l'accord de Paris. Donc effectivement, au niveau international, ça reste peu contraignant, d'où le rôle important des sociétés civiles. Par contre, au niveau national, c'est tout l'intérêt de ce genre d'engagement, c'est que ça peut être suivi des faits, même au niveau justice, dans chacun des pays concernés. Avec la dernière chose à souligner, c'est qu'un certain nombre de petits États qui sont d'ores et déjà les grands perdants des changements climatiques envisagent des démarches auprès des tribunaux internationaux pour porter en justice justement l'inaction de certains grands États, de certains grands pollueurs actuels qui sont parfois tout simplement absents d'étapes de négociation, pour essayer de porter effectivement des actions judiciaires contre ces grands États pour éviter que les perdants actuels ne soient les perdants définitifs du changement climatique. Oui, des États surtout insulaires. Il y a eu le ministre de Tuvalu qui s'est adressé à la COP26 les pieds dans l'eau. L'image, elle a fait le tour du monde. Exactement, et c'est malheureusement une image qui pourrait se répéter si jamais des engagements forts ne sont pas pris par la France, par l'Europe et par un certain nombre de pays au niveau international. Après, pour revenir à la Guyane a tout à gagner d'ores et déjà en adoptant des démarches à moindre impact climatique. On peut parler de la question du transport, on a tout à gagner à avoir plus de transports en commun, qui soient mieux organisés, qui soient beaucoup plus confortables collectivement pour tout le monde, plutôt que d'être un certain nombre à passer du temps dans les bouchons, les transports à moindre impact climatique comme le vélo. Il faut souligner tous les efforts qui sont faits dans cette direction et tous ceux qui restent à faire pour des vrais aménagements de pistes cyclables. Il faut souligner aussi des initiatives très ponctuelles mais très importantes comme des bonnes démarches de végétalisation des bâtiments. L'association Aqua va sortir cette semaine un guide sur la végétalisation du bâtiment en Guyane. Le bâtiment, c'est aussi un secteur clé pour limiter à la fois le réchauffement climatique et son impact. Donc on est à la fois là dans l'adaptation et dans l'atténuation. Faut garder en tête que les cases créoles traditionnelles étaient vraiment des vrais bâtiments éco-construits, qu'on a oublié ça dans la deuxième partie du XXe siècle et que là progressivement on y revient. On appelle ça de la technologie, alors que c'est souvent du bon sens que s'adapter à la fois à l'environnement et au climat. L'architecture bioclimatique. Merci beaucoup Laurent Roquel d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le responsable du WWF Guyane et vous étiez avec nous pour revenir sur cette COP26 qui s'achève vendredi. Merci encore, bonne journée. Merci beaucoup à vous, au revoir. Radio Pays.